Nous sommes à Paris, devant le centre hospitalier Sainte-Anne. Pourquoi? Parce que je vous propose une rencontre avec Cynthia Fleury. Cynthia Fleury est philosophe, psychanalyste et anime la chaire de philosophie de l'hôpital Sainte-Anne. Elle est aussi professeure de philosophie au Conservatoire national des arts et métiers et à l'École des mines. Elle a une nombreuse œuvre philosophique à son actif, comme par exemple Les pathologies de la démocratie ou la fin du courage. Elle a aussi écrit Les Irremplaçables, qui est une réflexion sur les principes d'individuation que sont en particulier la douleur, l'humour et l'imagination. Je vous propose de m'accompagner chez Cynthia Fleury. Cynthia Fleury, un tout grand merci de nous accueillir chez vous cet après-midi. Vous avez écrit, on va en parler, de nombreux ouvrages, mais un des ouvrages qui m'a particulièrement touché s'appelle Les Irremplaçables. Page 71, je lis « Personne n'est indispensable, chacun est irremplaçable ». Est-ce que c'est une petite formule qui résume en partie votre processus et votre démarche intellectuelle ? C'est vrai qu'il était important qu'il n'y ait pas de contresens sur la notion d'irremplaçabilité. Il ne fallait pas effectivement que les personnes pensent que l'irremplaçabilité, c'était une conscience de soi-même infatuée, pleine de boursouflure et qui considère effectivement qu'on est l'alpha et l'oméga de la vie des uns et des autres. Non, c'est pas ça l'irremplaçabilité. L'irremplaçabilité, c'est au sens de la responsabilité qui nous incombe, c'est-à-dire que cette chose qui est à faire, c'est à moi de la faire. C'est ainsi que Jean Kelevitch, grand philosophe contemporain, qui nous a quittés il y a déjà un certain temps, nous invite à nous impliquer dans la vie et à considérer que précisément nous ne sommes pas remplaçables, au sens où, tiens, cette chose-là, tu peux la faire à ma place. Et, ou alors, oh, moi, si je n'avais pas été là, ça aurait été exactement la même chose, ou si j'avais été là, ça aurait été la même chose. C'est-à-dire toujours cette manière d'être un alibi pour éviter de s'impliquer, de se responsabiliser. Donc l'irremplaçabilité, c'est d'abord ça, c'est pas un excès mégalomaniaque par rapport à soi-même. Donc c'est vrai que non, personne n'est indispensable. En revanche, il nous incombe, il nous oblige de montrer comment, en nous impliquant dans nos vies individuelles et collectives, précisément, nous construisons une relation de qualité avec les uns et les autres, et comment l'irremplaçabilité vient nourrir cette qualité relationnelle. Ça, c'est pour moi un des enjeux les plus importants. Et puis, en tant que clinicienne, j'avais à cœur de montrer que, précisément, on se sentait devenir malade, ou on devenait malade, les deux étant, en l'air de rien, assez proches, on se sentait devenir malade ou on devenait malade si précisément on avait un sentiment de remplaçabilité. C'est-à-dire qu'on se disait, mais je vaux rien. En fait, la personne qui est en face de moi, elle me considère comme un objet ou une marchandise. Elle pourrait tout à fait m'échanger comme un bien, comme un autre. Et là aussi, c'était de dire, non. Voilà, nous devons mettre en place des relations, entre guillemets, qui viennent respecter l'irremplaçabilité des êtres qui nous entourent. Et là aussi, c'est pas qu'une question dans l'amour, c'est aussi une question de vie quotidienne, c'est-à-dire de respecter le sujet qui est en face de nous. Parce que bien évidemment, dans l'amour, c'est assez logique, c'est un petit peu un mano à mano entre deux sujets, mais pas seulement. Dans la question du soin, en règle générale, du soin porté à autrui, du respect porté à autrui, c'est précisément de s'adresser à l'irremplaçable qu'il est. Hein, et ça me paraît tout à fait important dans la politique, au sens large du terme, dans la vie de la cité, ou dans la relation plus sociale entre les uns et les autres. Comme philosophe, vous tracez trois formes. Dans un livre très dense et très profond, vous tracez trois formes d'irremplaçabilité, si j'ose dire. Est-ce que je peux les résumer en disant c'est l'imagination, la douleur et l'humour ? Effectivement, j'ai essayé de tracer trois figurations du connais-toi toi-même, trois figurations qui nous permettent d'aller vers plus d'individuation
et non pas d'individualisme. Et donc là aussi, de faire un sort un peu aux formules, de dire nous essayons de construire un sujet. Construire un sujet, encore une fois, c'est pas du tout avoir la certitude de soi-même, c'est pas du tout sentir entre guillemets que on peut se passer des autres, c'est avoir une conscience claire de son manque et en même temps être dans une démarche découplée du ressentiment, de la frustration, donc travaillant sur soi et essayant de sublimer le fait que oui, on est manquant, mais on essaye tout de même d'en faire quelque chose. Hein. Bon, voilà. Et j'ai donné 3 chemins, mais qui sont 3 chemins parmi d'autres. Hein, il n'y avait absolument aucune exhaustivité par rapport à cela, parce qu'encore une fois, construire un sujet est quelque chose de propre. Mais c'est vrai que ça me paraît important de mêler ces 3 dimensions, de les articuler. Et effectivement, la première, moi j'ai travaillé beaucoup sur la notion d'imaginatio vera, d'imagination vraie, donc vraiment de montrer à quel point l'imagination est au cœur du réel, qu'elle nous permet de construire le réel de demain, et qu'il faut bien différencier ce qu'est le réel en tant que puissance d'émergence, d'événement, de commencement de l'histoire, et puis de l'autre côté, la réalité sociale, qui est presque du domaine de la fiction, qui est presque un théâtre, qui est un simulacre, souvent. Et on mélange un peu les deux, on pense que le réel et la réalité sociale, c'est la même chose. Donc déjà, de comprendre que notre premier rapport au réel passe par l'imagination au sens où nous allons inventer. Donc ça, c'est un point essentiel, ça nous permet de construire notre sujet, inventer notre sujet, mais inventer notre rapport au monde. Bon, donc ça, c'est un point premier. Le deuxième, c'est effectivement toute la notion du risque à prendre, du prix à payer, de la douleur, effectivement, le precium doloris. Le precium doloris, c'est tout simplement plusieurs choses. C'est comprendre que pour un sujet, penser, c'est agir. Penser, c'est pas être planqué. Hein, c'est important pour moi de remettre le caractère radical de la pensée, de montrer à quel point nous sommes des êtres de pensée, et quand nous sommes des êtres de pensée, nous agissons. Et que précisément aujourd'hui les sociétés tendent à séparer les deux. D'une certaine manière, ceux qui agissent ne doivent plus penser pour être soi-disant efficaces, hein, et puis ceux qui pensent de toute façon sont déplanqués. Moi je voulais précisément prendre ce chemin qui est sur la ligne de crête entre le penser et le faire, et qui me paraît être l'acte philosophique en soi. Bon, donc ça c'est et puis de rappeler cette notion essentielle du risque. C'est-à-dire que oui, il y a des risques à prendre. Il y a des risques qui sont salvateurs. Et je le vois encore une fois de façon clinicienne tous les jours ici, avec des gens qui s'empêchent de prendre des risques pour des très bonnes raisons. Hein. Peur de démissionner, peur de manquer, une volonté de sécuriser les choses pour les enfants, le ceci, le cela, et puis qui perdent leur âme, leur corps, leur santé. Et donc l'enjeu, c'était de dire attention, il y a des risques qui viennent nous protéger, parce que précisément, ils nous permettent de devenir sujets. Faut-il encore s'entendre sur qu'est-ce que c'est qu'un risque, hein? Bon, et ça, c'était le deuxième grand temps. Et puis le troisième, la vis comica, la force comique. C'est-à-dire que quand tout est bouché, quand tout est fermé, quand véritablement il y a un sentiment de désolation absolue, il y a encore un territoire où on peut créer un espace-temps, l'humour. On peut à la fois s'échapper et en même temps rester confronté au réel, parce que voilà, c'est un terrain de dialogue jusqu'à un certain point avec l'absurde, mais ce n'est pas un lieu du ressentiment. Et pour moi, c'est un des objets essentiels de la vie, et de la vie politique comme de la vie humaine, c'est comment nous luttons contre le ressentiment, et comment le ressentiment met en danger nos sujets et aussi nos sociétés, parce qu'on sait très bien que la traduction politique du ressentiment, ce sont bien évidemment des systèmes plus fascisants, xénophobes, ce qu'on vit un peu aujourd'hui en exactement, Europe. de bouc émissarisation, et on a une grande leçon d'histoire sur ça. Et là, je pense que c'est aussi un objet, soit en tant que philosophe politique, soit en tant qu'analyste, d'aller traquer toutes nos ressources que nous pouvons mettre en œuvre pour lutter précisément contre cette chose qui s'appelle le ressentiment. On va reparler de la philosophie politique, mais vous parliez de l'humour comme un des territoires de l'irremplaçabilité. Mais le premier territoire, si je vous ai bien lu, c'est d'abord être parent, faire famille. Oui, ça me paraissait aussi important de rappeler des choses
très évidente que d'abord une des plus grandes choses qui soit, c'est de transmettre, et que les transmissions, elles sont multiples. Elles ne passent pas nécessairement par la connaissance académique, par le fait d'être professeur, par le fait de faire œuvre. La base de la transmission, souvent, c'est de donner à un autre que soi, et souvent à un plus petit que soi, qui va lui-même apprendre à grandir avec nous. Et donc ça, je voulais déjà avoir une définition plus extensive de la famille, montrer que voilà, ce n'est pas des questions simplement biologiques. De fait, ce sont des questions aussi de ce qu'on appelle aussi les filiations de la volonté, c'est-à-dire que parents, ça doit être aussi une décision. Ce n'est pas toujours le cas. Je veux dire, on devient parent parfois sur un malentendu, et pour certains, et je le vois ici aussi, c'est plus simple. C'est-à-dire que si on se confrontait véritablement à la difficulté de devenir parent, je pense que la moitié d'entre nous, on partirait dans l'autre sens en disant « non, cette affaire-là n'est pas raisonnable ». Donc, j'ai bien conscience de ça. J'ai bien conscience qu'il y a une part, si vous voulez, d'insouciance, il y a une part de pari sur la vie quand on devient parent. Mais je pense que quand l'enfant naît, en revanche, il y a une décision de devenir parent à ce moment-là. Peut-être pas en amont, mais à ce moment-là et tout au long de la vie. Et pour moi, c'est absolument important dans le fait de, tout simplement, ces premiers gestes qui viennent constituer un soin, il y a une formule de Winnicott qui est magnifique là-dessus, pour expliquer, alors lui, c'est les années 50, 60, 70, donc Winnicott, de fait, va le rattacher à la mère. Nous pouvons là aussi ouvrir, et pas simplement dire c'est ce qu'il appelle la préoccupation primordiale de la mère, on pourrait dire c'est la préoccupation primordiale du parent, et quelle est-elle? C'est de porter un soin. C'est-à-dire ce qu'il appelle le handling, c'est-à-dire il parle d'élaboration imaginative de la mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, notre premier travail en tant que parent, c'est de donner à notre enfant une espèce de confiance dans le monde, comme si, c'est Winnicott qui le dit, comme si ce monde allait pouvoir lui répondre. Être un tout petit peu, répondre à son attente. C'est très beau parce que ça montre à quel point l'activité du parent est une activité qui est aussi dans l'imagination, c'est-à-dire de construire tout d'un coup une attente chez son enfant d'abord, de regarder les yeux comme ça, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau, et en même temps de lui dire non seulement c'est beau, mais tu vas pouvoir faire quelque chose. Et non pas « oh, c'est beau, c'est trop piment, je ne pourrais pas », etc. Donc on construit un sentiment capacitaire chez son enfant. Et ce sentiment capacitaire chez son enfant, on pourrait dire « oh là là, c'est des grandes théories ». Winnicott dit « non, non, c'est handling ». Donc c'est ça qui est aussi génial. Absolument. C'est-à-dire que c'est pas simplement « là là là, et on fait un grand cours et tout ». Non, ça sera plus tard. Mais simplement, j'embrasse mon enfant, je le regarde dans les yeux, je lui dis qu'est-ce qu'il est beau. Et on fait tous ça. Mais on ne se rend pas compte à quel point ce soin inaugural, cet amour, bien évidemment, qui va venir nourrir, il est matriciel, il va venir nourrir tout le soin. Le soin porté aux choses, c'est-à-dire la connaissance, et le soin porté aux autres, c'est-à-dire la vie sociale, la vie citoyenne, etc. Alors attention, je ne dis pas que je veux bien que bien évidemment, quand nous n'avons pas eu cette chance d'avoir des parents aimants, parce que ça existe, ou des parents capables, etc., de nous aimer comme il faudrait, etc., bien évidemment qu'on n'est pas du tout ni perdu pour la connaissance, ni perdu pour la vie citoyenne, etc. Mais de fait, il y aura des territoires encore plus difficiles. C'est déjà compliqué avec cet amour, sans, c'est encore plus compliqué. Mais il y a là aussi l'irremplaçabilité. Elle se rencontre à tout âge, et encore une fois, moi je vois tous les jours ici des individus qui sont, qui ont été orphelins au sens large du terme. Les parents peuvent être là, mais ils se sentent orphelins, ils se sentent seuls, et précisément dans la relation analytique, mais ça pourrait être une relation amicale, ça peut être une relation avec un livre, que sais-je, une introspection. À un moment donné, vous redonnez confiance à ce sujet pour qu'il se remette à construire son sujet et à construire son implication dans la vie commune. Il y a une face un peu plus sombre aussi dans votre livre « Les Irremplaçables ». C'est ce que vous appelez, si ma mémoire est bonne, l'acte
insensé de devenir remplaçable. Et vous évoquez, je pense, le procès Eichmann à Jérusalem et Hannah Arendt. Quelle est cette dérive de vouloir justement devenir remplaçable? Bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses. Ça renvoie bien évidemment aux travaux d'Hannah Arendt et sur la théorie qu'elle a formulée, je trouve une théorie parfaite, souvent mal comprise, de la banalité du mal. Je ne sais pas si Eichmann se considérait comme remplaçable. Sans doute pas. Et d'ailleurs, quand on voit la correspondance qu'il a pu avoir par la suite, ou quand on voit même ce qu'il dit comme ça dans le procès, et on voit comment il pratique le zèle, comment il est carriériste au possible, comment dès qu'on lui chipe un dossier entre guillemets administratif, il hurle à la mort. Donc on voit très bien que tiens, il y a un moment où le sujet se réveille dans sa petite vie bourgeoise, dans ses attendus comme ça de normalisation, de reconnaissance bourgeoise, et que en revanche, quand il s'agit de faire l'horreur, il n'y a plus de sujet, il n'en avait pas conscience, il s'agissait de respecter l'impératif kantien, etc., etc. Donc on voit très bien que dans la banalité du mal, il peut y avoir précisément une instrumentalisation de la banalité du mal, c'est-à-dire que je fais croire que je n'étais que remplaçable. C'est ce qu'a fait Eichmann. Eichmann, effectivement, s'est présenté comme « mais je n'étais qu'un chaînon, je n'étais qu'un rouage. Moi ou un autre, c'est la même chose, etc. etc. » Bon. Mais aujourd'hui, on voit, là aussi, dans des situations différentes, qui sont moins confrontées au réel de la mort, mais au réel de la mort sociale, c'est-à-dire des procédures de harcèlement sexuel, moral, etc., qui existent dans les entreprises et qui font que certains d'entre nous voilà, ils ne sont pas là, ils sont conscients, mais tout d'un coup, ils se mettent dans une position où, allez, voilà, ils font le dos rond, ils ne regardent pas, ils n'aident pas la victime, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose d'insensé au sens, si vous voulez, où ça détruit véritablement la vie commune, ça c'est certain, mais ça détruit aussi le sujet. Alors ça le détruit quand il est en bonne santé mentale, c'est-à-dire que de croire qu'à un moment donné, on peut tout le temps être en procédure automatique, pilotage automatique. Le pilotage automatique, le clivage, tout ça, ça tient quand on sait combien de temps il faut tenir. C'est-à-dire qu'on va résister, on va se mettre en pilotage automatique pour faire une action, surtout ne pas la penser, ne pas la critiquer, parce que immédiatement, si on la pense, on la critique, on ne la fait pas. Donc, résultat, on n'est pas fou, on ne la pense pas pour ne pas la critiquer et pour donc la faire. C'est une stratégie de défense basique. Tant qu'on sait que c'est, si j'ose dire, temporaire, ça va. Mais quand c'est incessant, et c'est ça le problème d'aujourd'hui, c'est que la précarité de nos modes de vie nous fait entrer dans des systèmes de pilotage automatique de nous-mêmes. Si nous sommes en bonne santé mentale au début, nous tomberons malades. C'est-à-dire que la manière de montrer notre santé sera de tomber malade. C'est ça qui est paradoxalement intelligent de la part du corps, si j'ose dire, et de la part de la raison, c'est de tomber malade alors que précisément elle est en bonne santé pour montrer sa bonne santé. Si on est de manière inaugurale, initiale, psychotique, là il n'y a pas de problème, on a un petit poisson dans l'eau et on va très bien fonctionner. Sauf qu'à terme, le passage à l'acte sera encore plus fort et je ne suis pas du tout sûre que de construire une société d'un côté de psychotique et de décourager de l'autre donne quelque chose de viable. Non, je pense que précisément c'est une traduction politique absolument dramatique et que c'est une manière de ronger véritablement l'état de droit de l'intérieur. Et pour moi, l'état de droit n'est revitalisé que précisément par des individus sujets qui se ressentent sujets et qui font donc l'expérience d'une certaine forme d'irremplaçabilité pour précisément revitaliser l'état de droit qui, en retour, vient les consolider et eux-mêmes, en retour, viennent de nouveau l'alimenter, le réformer, le changer, etc., etc. Donc c'est un ruban de Moebius. Un de vos derniers livres concerne le souci de la nature que vous avez co-dirigé avec Anne-Caroline Prévost. Vous parliez tout à l'heure du soin apporté à l'espèce humaine. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est si important d'apporter du soin à la nature, aux non-humains ?
Parce que, si vous voulez, la première des choses, et qui est l'objet sans doute du soin lui-même, c'est le fait d'habiter le monde. Et en l'occurrence pour nous humains, d'habiter la Terre. Si vous voulez, il y a une solution de continuité entre le monde et nous. Hein, le monde n'est pas directement habitable, spontanément habitable, il est habitable parce que nous avons porté attention à ce monde pour qu'il puisse accueillir, entre guillemets, l'humanisme qui est le nôtre. Et pas simplement les humains. Parce que je différencie grandement les humains qui pullulent et puis l'humanisme, c'est-à-dire ce que nous essayons tout de même de construire et qui s'appelle, je sais pas, la question sociale, l'état de droit, un rapport égalitaire entre les uns et les autres, etc. Et on voit très bien que plus la nature est mise en danger, plus généralement les conflits liés aux ressources naturelles sont forts, plus vous allez venir renforcer des inégalités économique et sociale, et généralement tout ça se fait. Pourquoi ? Parce que très souvent il y a un état de droit qui est défaillant. Et donc vous avez une espèce de boucle comme ça, terrible, de renforcement des vulnérabilités, à partir du moment où non seulement vous avez une économie dramatique qui va produire des externalités négatives, c'est-à-dire en gros qui va piller la nature et qui va également piller les hommes, d'une certaine manière. C'est Marx qui disait ça, que l'exploitation de l'homme et l'exploitation du sol, de la terre, en fait, c'était une même exploitation. Et c'est assez juste de voir les choses ainsi. Et puis, notre enjeu aussi, c'était de montrer des choses très simples. C'est-à-dire que, par exemple, un homme, pour avoir une pleine conscience de lui, il a besoin d'être en lien réconcilié avec cet ensemble du vivant. C'est-à-dire à la fois de maintenir son exceptionnalité. Il n'est pas tout à fait comme tous les autres vivants, mais en même temps, il fait partie de ce vivant. C'est ce que Kellert appelle la biophilie, c'est-à-dire que pour me sentir bien moi-même, j'ai besoin, à un moment donné, de comprendre qu'est-ce que je fabrique ici et quel est mon lien aussi avec la nature. Donc, avec Anne-Caroline Prévost, on a voulu revenir à cette idée de, tiens, qu'est-ce que c'est que ces expériences de nature, en quoi elles nous ont constitués en tant qu'êtres humains, en quoi aussi elles améliorent notre éthique parce qu'elles nous font avoir un rapport avec la nature beaucoup plus respectueux. Et donc, bien évidemment, c'est une montée en qualification de notre éthique. Je ne parle même pas de l'éthique animale. C'est-à-dire que, bien évidemment, la manière dont nous traitons les animaux est absolument déterminante de l'éthique en règle générale. Donc, toutes ces questions font que la nature est en fait absolument indissociable quand on s'interroge comme moi à la fois sur la construction d'un sujet et sur la construction de nos sociétés. La question de la nature, elle arrive comme ça, elle est systémique. C'est le terrain de jeu, si j'ose dire, aujourd'hui, de toute personne qui réfléchit sur l'état de droit et qui réfléchit aussi à, tiens, comment je constitue un sujet. Sans parler du fait qu'aujourd'hui, vous avez, la majorité des biologistes ou des médecins qui vous expliquent tous les jours que le microbiome, cette fameuse chose que nous avons à l'intérieur du ventre, le génome bactérien qui est le nôtre, mais qui est en lien direct tout de même avec l'environnement, nous constitue, nous protège, et le nodal, entre guillemets, de notre santé, en tout cas un des grands points importants de notre santé. Donc là aussi, si vous voulez, le lien à la nature, c'est un lien absolument constitutif de notre bien-être. Donc c'est tout ça que nous avons voulu essayer de développer avec Anne-Caroline Prévost dans le livre. Dans vos travaux, il y a beaucoup de références à la littérature. Oui. Parler de Charles Péguy, de Proust, de Victor Hugo. Mais il y a, et ce sera ma dernière question, il y a un livre dont vous parlez, moi que je trouve tout à fait passionnant, c'est L'Homme D, de Daesman. Et dans votre vie, est-ce que vous penseriez que ce serait possible d'exister, de se gouverner soi-même par le hasard? Oh non, c'est véritablement un idéal archétypal, si j'ose dire. Est-ce que demain, je peux effectivement penser mes choix de vie grâce à un dé? J'ai une camarade qui s'était essayée à cet exercice. Et alors? C'est très très compliqué. D'abord, c'est très compliqué au sens où quelles sont les propositions? Déjà là, je dirais, le travail de cartographie
cartographie de dire, tiens, j'ai 6 faces sur mon dé, quels sont les 6 choix possibles, etc. C'est pas si simple que ça. Donc déjà, il y a un vrai travail quasi mathématique, intellectuel de faire ça. Et après, il y a une telle radicalité dans ce système-là qu'elle n'a pas tenu très longtemps. Parce que soit on fait du faux système, c'est-à-dire qu'en gros sur les 6 faces c'est quasiment la même chose. Oui, soit il y en a au moins une qui commence à être décalée. Exactement. Soit il y a réellement du divergent, et là c'est une autre paire de manches. Mais je trouvais que c'était... voilà, ce livre est passionnant, entre guillemets, pour essayer de réfléchir sur... là aussi, la construction de soi, pour essayer aussi d'avoir un rapport à soi-même parfois plus inventif, parfois plus borderline, parfois plus dangereux. Il faut faire attention, c'est un livre, hein. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ça nous permet de vivre l'expérience par le livre, une expérience par procuration. Mais voilà, ça montre aussi comment, entre le hasard et les surdéterminations des uns et des autres, la manière dont nous conduisons nos vies, parfois, là aussi, nous prenons trop peu de risques. Donc c'est intéressant aussi pour ça, comment un sujet se construit et comment nous devons sortir de cette illusion aussi du un sujet. Là, on voit un sujet totalement fragmenté, atomisé, et qui tout d'un coup peut se construire par les simples actions qui vont, comme ça, s'ajouter les unes aux autres. Voilà, c'est une manière. Et puis moi, la littérature, pour moi, c'est totalement indissociable de la philosophie. C'est vrai que j'ai du mal, et puis après tout, peut-être que ce n'est pas qu'un défaut, mais c'est vrai que de dissocier la littérature de la philosophie n'est pas quelque chose qui m'est extraordinairement parlant. J'ai absolument besoin de me nourrir de la littérature, que je considère de toute façon supérieure à tout. Notamment la philosophie. Mais voilà. Et puis, dans la littérature, il y a la poésie, il y a bien évidemment les grands noms qui sont les nôtres, qui nous permettent tout simplement, là aussi, de comprendre à quel point, pour refaire boucle avec ce qui a été dit au départ, comment notre rapport au réel passe par l'imagination. Et d'une certaine manière, pour moi, c'est vrai, la littérature est le véritable lieu du politique. Alors c'est difficile de dire ça, mais en tout cas c'est un lieu de grande régénération pour le politique au sens large du terme. Cynthia Fleury, un tout grand merci à vous. Merci.